Très ravi de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20 h, le sommaire. Le Parti démocrate conservateur ira à l'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain. Il invite la CENI à revoir le fichier électoral en cours pour le bon déroulement du scrutin. À Cancan, le fleuve Milo, un patrimoine national est menacé. La berge du fleuve est transformée actuellement en un dépotoir d'ordures par la population. Et puis en France, pour des raisons de la crise sanitaire, il n'y aura pas de rituel pour les candidats qui viennent de décrocher un bac L. Bienvenue à tous. C'est officiel, le Parti démocrate conservateur de Mohamed Cissé ira à l'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain. Le PDC invite à cet effet la CENI à revoir le fichier électoral en cours pour le bon déroulement du scrutin. Et cependant, il ne reconnaît pas l'actuelle Assemblée nationale qui, selon lui, a été installée en violation des règles démocratiques. Compte rendu Justin Leno et Amara Alexio-Silla. Comme beaucoup de ses pairs de l'opposition plurielle, le Parti démocrate conservateur participera à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Mais cette fois-ci, il exige la transparence et la crédibilité qui, selon son président, n'ont pas été observées au scrutin du 22 mars dernier. La CENI s'est transportée à Secouria et ils ont pris les papiers pour quand même distribuer les sièges à ceux-là qui étaient dans leur dynamique. Donc, le PDC s'est retrouvé donc avec 0 siège à l'Assemblée. Mohamed Cissé fustige par ailleurs les dispositions relatives à la mise en place des démembrements et le chronogramme de la présidentielle dévoilé lors de la première réunion du comité interparti organisé récemment par la CENI. Cependant, ces anomalies n'empêcheront pas son parti de prendre part à la présidentielle. On savait bel et bien qu'il va y avoir des coups bas. On savait qu'il va y avoir des fraudes. Mais est-ce une raison suffisante pour boycotter une élection? Je n'en suis pas sûr. Mohamed Cissé souhaite l'annulation des récentes législatives et une révision à titre exceptionnel du fichier électoral pour éviter que des mineurs votent le jour du scrutin. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait une enquête sérieuse par rapport aux élections du 22 mars. Parce que les élections du 22 mars, on s'est foutu du peuple en réalité. Le peuple est sorti voter. Mais on a laissé le vote, on a fait une distribution quand même des sièges. Ça, c'est inadmissible. La CENI a proposé le 18 octobre 2020 pour la tenue de la présidentielle. Le Parti démocrate conservateur n'a pas eu de siège à l'Assemblée nationale et veut cette fois-ci tenter la magistrature suprême. Vision et mission de l'Observatoire national de protection sociale. C'est le thème d'une rencontre de renforcement des capacités des agents et cadres de la direction. Elle se tient depuis ce matin sous l'égide du ministère de l'Action sociale. Les participants ont près de 10 jours pour comprendre les concepts liés à l'administration publique. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla, compte rendu. La direction de l'Observatoire national de la protection sociale est la dernière née du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Cette direction est dotée du personnel nouveau. C'est pour qualifier sa ressource humaine que cette formation a été initiée à l'intention des cadres et agents de la direction. Notre travail, il s'agit de définir et développer des thématiques liées à la protection sociale, mener des études, commanditer des enquêtes afférentes commanditées par les instances dirigeantes. Ce renforcement des capacités va nous permettre d'avoir des cadres compétents, outillés et qui maîtrisent les textes et qui connaissent l'orientation de la direction générale. Le personnel devra se familiariser durant 8 jours avec plusieurs concepts liés à l'administration publique. La plupart du personnel constitué de nouveaux fonctionnaires. Il faut d'abord leur dire qu'est-ce que c'est que la fonction publique, qu'est-ce que c'est que la mission de l'État. Le deuxième, c'est ce qui est lié maintenant à leur service. La dernière chose que nous devons aborder, c'est les outils
et les techniques administratives. Le directeur national du ministère de l'Action sociale, représentant de la ministre, revient sur l'importance du renforcement des capacités des ressources humaines qui reste l'un des défis à relever. Vous n'êtes pas sans savoir, quand vous avez même un mauvais produit, avec de bons cadres, vous pouvez atteindre les objectifs. Mais quand vous avez un bon produit avec des cadres qui n'ont pas la compétence requise, ce n'est pas évident qu'ils puissent atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc c'est dans ce cadre donc, que le renforcement des capacités qui figure en bonne place est une priorité actuellement pour nous. La direction générale de l'Observatoire national de la protection sociale va désormais recueillir, analyser et assurer le suivi et l'évaluation des données relatives à la protection sociale en Guinée. Et comment consolider la paix et la cohésion sociale en Guinée? C'est l'une des préoccupations de quelques artistes guinéennes. Ces chanteuses éprises de la paix ont rencontré ce mardi l'ambassadeur de la paix en Guinée au siège de sa fondation à Ratoma pour parler de paix et sensibiliser les citoyens à œuvrer pour la stabilité en Guinée. Mohamed Valek Touré et Mohamed Aloussieni Kamara, reportage. Ces artistes ont tous chanté pour la quiétude sociale, quelque chose de plus chez Elhadj Guériba Gabi. Ce mardi, au siège de sa fondation, l'ambassadeur de la paix a rappelé l'importance de maintenir et consolider la stabilité du pays. Pourquoi les Guinéens sont sortis contre l'un et l'autre? Nous n'avons pas le droit. Nous devons trouver la solution au problème guinéen si tous parlent le même mot, celle des peuples. Le peuple guinéen. Nous avons initié un certain nombre d'activités, notamment rencontrer les paroliers, rencontrer les griots, pour leur faire comprendre qu'ils ont leur rôle à jouer dans le processus de maintien de la paix et qui sont surtout des acteurs incontournables. Donc nous les avons fait appel ce matin pour leur passer un message qui, à leur tour, ils doivent dispatcher au niveau de leur public, que ce soit les autorités, que ce soit le grand public, c'est-à-dire la population. Les artistes, de leur côté, ne cachent pas leur joie d'échanger avec lui. Et l'occasion a été mise à profit pour formuler des prières et bénédictions en faveur de la cohésion sociale. La paix. L'idée est venue comme ça, parce que moi, j'ai entendu M. Guériba Diaby depuis à Paris. Alors je suis très contente aujourd'hui pour l'accueil. Je suis là pour la paix, que la paix. Parce que moi j'ai chanté la paix. Ces chantres de la paix ont réitéré leur engagement d'œuvrer pour la quiétude sociale. À Elhadj Guériba Gabi de souligner que la guerre fragilise le tissu social et entraîne la division. Il a invité les Guinéens à bannir l'ethnocentrisme qui pourrait être source de conflits. Damakanian abritera l'université régionale de Kindia. Un vaste terrain y est consacré. Les travaux de bornage et de sécurisation du domaine de l'établissement ont démarré ce lundi sur le site en présence de plusieurs autorités de la région. Reportage Aboubakar Silla. Le plan actualisé de ce domaine dont il est question couvre une superficie de 117 hectares selon le service préfectoral de l'habitat. Ce site, qui est situé dans le district de Samoronia, sous-préfecture de Damakania, va abriter l'université régionale de Kindia. Une infrastructure qui va résoudre certaines questions de spécialisation des étudiants. La délimitation commencera aujourd'hui par la pose de première borne. Le pourtour du domaine fait 5 km 300. En présidant la cérémonie de lancement des travaux de bornage et de sécurisation du site, la première responsable de la région de Kindia a mis l'occasion à profit pour d'abord remercier vivement la communauté qui a cédé le domaine avant de l'inviter à beaucoup plus de vigilance pour sécuriser le site de l'institution. Lorsque le problème s'est posé, c'est cette communauté qui a accepté d'octroyer un domaine aussi important pour construire une université régionale qui va profiter non seulement à Kindia, à la Guinée, et nous les invitons toujours à continuer à préserver cet espace
Les travaux de sécurisation du domaine sont en train d'être réalisés grâce à un financement interne des autorités de l'université de Kindia qui veulent s'investir de façon très sérieuse afin d'avoir une université régionale. Ce n'est pas seulement la région de Kindia qui est concernée par l'initiative de créer des universités régionales. Mais quand je suis arrivé, nous avons effectué une visite de terrain de façon mixte. Il fallait venir poser la première pierre des travaux de sécurisation. En dehors des autorités universitaires, quelques responsables de la sous-préfecture de Damakania étaient aussi présents sur le site pour voir les travaux de bornage et de sécurisation du domaine de cette université régionale démarrer avec beaucoup d'enthousiasme. Les Jeunes Unis pour le développement et l'émergence citoyenne ont procédé ce week-end à la pulvérisation du marché Mayalon de Yimbaya Taneri dans la commune de Matoto. Également, des kits de protection contre la Covid-19 ont été distribués aux occupants des lieux. Malik Songane Kamara et Kerno Sadouba pour le reportage. Yimbaya est l'un des quartiers de la capitale le plus touché par la pandémie du coronavirus, d'après l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Ce classement de l'ANSS interpelle l'ONG Jeunes Unis pour le développement et l'émergence citoyenne JIDEC à s'impliquer dans la lutte contre le Covid-19. Ces jeunes ont ciblé le marché Mayalon de Yimbaya Taneri pour faire passer des messages de sensibilisation autour de la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas tout. Pulvériser les lieux et distribuer des masques de protection aux occupants. Et nous aussi, en tant que jeunes évoluant dans le cadre de la citoyenneté, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas rester indifférents dans cette lutte. Surtout qu'aujourd'hui, Yimbaya a fait partie des 5 quartiers les plus touchés de la ville de Conakry. C'est de sortir Yimbaya de la ligne rouge dans la lutte contre la Covid-19. Et nous avons jugé nécessaire non seulement de pulvériser le marché pour désinfecter la mosquée centrale de Yimbaya Taneri, bien que l'ordre n'a pas été donné encore d'ouvrir les mosquées. Yimbaya compte 6 secteurs. Le marché étant un lieu public où presque tous les citoyens se rencontrent, devrait être une priorité dans la lutte contre le Covid-19. C'est pourquoi ceux qui font du commerce ici au marché Mayalon se réjouissent et félicitent l'initiative de JIDEC. Ce qu'il nous a dit, ils ont réalisé. Donc on est très contents. Le mot même manque me dire ça. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose. Cette organisation des jeunes de Yimbaya, soucieux du développement de leur localité avec des projets citoyens, après cette première phase, compte initier d'autres activités pour accompagner le gouvernement à vaincre le coronavirus en Guinée. Dans la sous-préfecture de Kassa, un lycée d'excellence est en construction. Un projet du gouverneur de la ville de Conakry qui veut faire des îles de l'Os une zone d'attraction. Mamadou Saluba et Kerno Sadouba, reportage. Perdues dans les eaux, les îles de l'Os sont les seules localités rattachées au gouvernorat de Conakry qui ne disposaient d'aucun lycée. Dans la sous-préfecture, la plupart des élèves, par manque de lycée, arrêtent les études après le passage en 11e année. Désormais, une chance s'offre à tous ceux qui veulent poursuivre leurs études, car le lycée d'excellence est en train de sortir de terre. C'est un projet du gouvernorat de la ville de Conakry, sur le financement propre du gouvernorat. Donc nous avons débuté le chantier en novembre 2019. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Le lycée est composé d'une bibliothèque, d'une salle d'informatique, de 5 bureaux et de 9 salles de classe capables d'accueillir chacune au maximum 30 élèves. Pour les habitants des îles de l'Os où le taux de déscolarisation est l'un des plus élevés du pays, cet établissement change tout. Et nos enfants abandonnent 3 mois après avoir été admis en 11e année. Il n'a pas un tuteur là-bas, il n'a pas où dormir, il n'a pas où manger, il est obligé d'abandonner. Vous trouverez que cet élève qui abandonne comme ça là, au BEPC, il a été parmi les meilleurs. Mais il abandonne parce qu'il n'y a pas de soutien. Donc franchement, nous sommes très contents. Derrière ce projet, le gouverneur de la ville de Conakry.
Mathurin Bangoura veut s'inspirer de l'île de Gorée au Sénégal, qui dispose de lycées des filles. Quand vous voyez ce qui se passe à l'île de Gorée, et vous voyez la distance qui sépare l'île de Gorée à Dakar, vous voyez la distance qui sépare les îles de Los à Conakry, nous nous sommes dit qu'il était bon, puisque nous n'avons pas un lycée d'excellence. On avait une fois parlé de ça, ça a été créé, mais ça n'a pas vu le jour. Il était mieux pour nous, le temps était venu pour nous de construire ce lycée d'excellence. Sur le chantier, l'entreprise en charge des travaux assure que l'inauguration aura lieu en septembre 2020. Les candidats au BPC ont donc une bonne raison de se préparer. À Kankan, le fleuve Milo, inscrit au patrimoine national, se trouve menacé aujourd'hui sous l'effet de l'homme. Outre la fabrication artisanale des briques cuites, la berge du fleuve est transformée actuellement en un dépotoir d'ordures par la population, ce au vu aussi des autorités locales. Et face à ce silence, des jeunes volontaires se sont engagés, malgré leurs maigres moyens, à assainir la berge du dit fleuve. Alpha Omar Koïta, reportage. En plus de son ensablement poussé à cause des activités anthropiques, la berge du fleuve Milo est transformée de nos jours en un dépotoir d'ordures par la population, ce sous les regards impuissants des conservateurs de la nature. Face donc à cette triste réalité, un groupe de jeunes organisés en association dénommée Sauvons Milo vient de se lancer un défi qui n'est autre que celui de nettoyer la berge du dit fleuve. Pour cette première activité, qui représente d'ailleurs le cadre de lancement de nos activités que nous avons appelées l'éclaireur, nous allons assainir la zone la plus impactée en termes d'insalubrité dans la commune urbaine de Kankan. Cela va concerner 170 mètres cubes de tas d'ordures. Outre ces opérations de nettoyage de la berge du fleuve, d'autres activités sont aussi en vue. Au-delà de la volonté ferme de restaurer notre Milo, nous allons informer et sensibiliser les populations riveraines sur les méfaits de la coupe abusive des arbres en bordure du fleuve, de la fabrication artisanale des briques, du dépôt des ordures, de l'occupation anarchique. Sensibiliser les autorités locales à s'engager dans la protection du fleuve en faisant un plaidoyer sur la mise en place d'une journée préfectorale d'assainissement et de reboisement. Pour gagner le pari, Moussa Kondé sollicite non seulement le concours des fils résidents et ressortissants de la ville, mais aussi celui des autorités. Pour y arriver, il faudrait une véritable volonté politique du gouvernement qui doit se manifester par un soutien moral, matériel et financier. Cela est de même souhaité auprès des ONG et des institutions nationales africaines et internationales, ainsi que les personnes de bonne volonté. Président de lancement officiel de ces activités, Mamadi Kourouma, le troisième vice-maire de la commune urbaine de Kankan, a au nom des autorités locales félicité et encouragé les initiateurs avant de leur réitérer de tout leur soutien. Ça nous va tout droit au cœur, parce que c'est la santé publique. Ça concerne une santé publique, la santé publique des Kankanais. Vraiment, nous sommes satisfaits, très satisfaits. Au nom de monsieur le maire, au nom de monsieur le préfet et du gouverneur, nous vous saluons, nous vous encourageons et nous sommes prêts à vous supporter partout où besoin serait. Et puis en interactualité, pas d'effusion, pas de scène de liesse pour les résultats du bac cette année en raison de la crise sanitaire. C'est frustrant, il n'y a pas de fin d'année de terminale, pas de rituel, déplore Sophie, lycéenne parisienne qui vient de décrocher un bac L. Nos élèves ont tenu dans des conditions difficiles, se félicite le proviseur du lycée Jean de La Fontaine à Paris. Ce n'est pas un bac au rabais, c'est un reportage de nos confrères de l'AFP. C'est sûr que c'est un bac complètement différent des autres années. Après, si c'est bien ou pas, je sais pas, mais du moment que je l'ai, ça va.
Franchement, mais le corona, il a foutu n'importe quoi. Non, mais c'est un peu frustrant. Moi, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas de fin d'année, de terminale. Il n'y a pas le rituel un peu de... on va voir les résultats avec ses amis, ensuite on fête le bac avec ses amis. Il n'y a pas du tout ça. Là, on est tous masqués avec du gel, on doit se laver les mains tout le temps. Peut-être que sur le plan académique, si vous voulez, on a eu un petit peu moins d'exigences, mais il faut garder en tête ce que nos élèves ont traversé cette année. Entre les grèves, le Covid, le confinement, ils n'ont pas eu une année ordinaire. On ne pouvait pas les évaluer de la même manière qu'on évaluait les autres années. Ce n'est pas un bac au rabais, c'est un bac différent du bac habituel, mais qui sanctionne une année où les élèves ont travaillé dans des conditions particulières, mais difficiles, et ils n'ont pas failli. Et voilà, c'est cet élément qui met fait à cette édition d'information réalisée par Mamadou Kalisso. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne soirée avec les programmes d'Espace TV.